Sanctionnons l'élégance de cette dame, s'il vous plaît. Tongo badi joyi toto nyandi obone bela bato babina bela bela nyasana ikuta mandenge abina bela ayo ibo ayo abina bela bela nyasana sibusi apa abina bela emajinda foto yo ayo bela 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 yobina bela bela nyasana Bandumba mondo babina bela bela e makosa yoboe ayoboe bela 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 yobina bela bela nyasa midumbu mina miyoki yo yebiso mopende meje ye wenge ayoboe ayoboe bela 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 yobina bela bela nyasa di songele bitu di banji se punja bilame nubina toni kaya di pangando e kuro banga ye pengi banga yo bitote akwa nambela yense batembi ngando busa usimate nyolo ike kawasanga nubesua iya ewa bube Merci Didier, sont déjà très bien installés. Le président aura également le soin de leur donner leur place de choix qu'elles méritent alors qu'elles concluent ce grand épisode du Cameroun. Le meilleur, c'est pour la fin. Toi qui es resté jusqu'à maintenant, est-ce que tu n'es pas fier de toi? Tu n'es pas fier de toi? Le meilleur, c'est pour la fin. Comment vais-je les présenter? Il y a notre maman qui est là. Maman Diana aussi, à l'époque. Les femmes UP6 de l'époque. Hein? Les Gertrude, maman Gertrude à l'époque, jusqu'à vous, avec Elisabeth, tout ça, avec Henriette aussi, elle est encore là. Et puis, madame Dena, elle dit souvent que sont d'autres femmes, elle dit qu'elle est seule. Et moi, je lui ai dit une fois, t'es pas seule. Voilà tes enfants. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Donc, on aura fait quoi si il n'y a pas de femmes et les hommes qui nous remplacent? Un combat meurt quand il n'y a pas de continuateur. Un combat qui n'a pas de continuateur meurt et n'aura servi à rien. Ça s'appelle la postérité d'un combat. La postérité. Nous sommes la postérité de ceux qui nous ont précédés. Et notre souci, c'est que nous laissons aussi une postérité. Oui, mais c'est clair. Tout à fait. Demain, tu vas prendre la parole. Je connais le feu. Toi, c'est le feu. Je connais le feu qui est là. Demain, tu vas déverser le feu. Nous, on est la postérité des aînés. Avec l'Anisser, il est parti. Nous sommes la postérité. Donc,
Madame Kassi, Madame Charlotte Diengalin. Leurs maris sont là. Hein? Oui, monsieur. Oui, oui, leurs maris sont là. Makeda, Banda. Alors vous allez aller très vite que c'est la fille de l'autre. C'est ma fille, mais elle est en train de devenir vraiment ma fille. Parce que c'est pas seulement la fille de chair pour parler comme les pentecôtistes. Non, mais elle doit être ma fille d'esprit. Et je crois qu'elle est sur le chemin. C'est ma fille chérie. Elles sont comme ça, très engagées dans le secret, en silence. Et elles portent cette lutte depuis des années à mes côtés, avec leurs époux. Nous, on est les maquisards, donc longtemps on était dans le maquis. Maintenant, on commence à sortir un peu. Donc, on commence à sortir un peu. Et elles vont vous démontrer ce qu'elles valent. Et moi, je sais ce qu'elles valent, mon cher Premier ministre. Si vous passez à côté du président Bandakani et que vous n'êtes pas le feu, c'est qu'il y a un problème, monsieur le Premier ministre. Vous voyez, de temps en temps, je m'arrête parce que ma chérie est là. Ça perturbe de temps en temps. Et une femme extraordinaire que Dieu m'a donnée et que Mme Léna a dit beaucoup, a dit beaucoup. Et elle est toujours à mes côtés pour m'accompagner. Donc quand elle montre son visage, comprenez que je m'arrête. Pierre, tu ne vas pas me dire le contraire. Tu ne vas pas me dire le contraire. Donc je suis très heureux de vous présenter ces dames qui sont des militantes du NMP, des cadres du NMP, et qui se sont formées, qui continuent à se former pour être à la hauteur des défis du continent. Les défis et enjeux du continent. Elles pensent mondial, comme dit Jonathan. Non, la pensée complexe, c'est une pensée qui réconcilie le local et le global et le local. C'est la pensée. Elles sont à fond dans ça. Et elles vont clôturer le tableau, le grand tableau de 60 à 2026. Et ce n'est pas par hasard. Elles vont clôturer ce tableau. Et on va terminer en beauté. Je vous prie de les acclamer. Vous avez la parole. Je les appelle à les présenter, vous voyez, hein? Alors, ce qu'on va faire demain, on va commencer, il y en a qui, certainement des questions, on va commencer par les questions qui étaient en principe réservées à toute cette intervention. Demain, on aura un peu de plage demain, on va commencer par ça. Donc, les 4 mois finis, vous notez les questions, demain, elles seront là demain, elles sont là. Donc, on va commencer par les questions, moi-même j'en ai, hein. Non. On va commencer par les questions et puis on va continuer le programme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont restés jusqu'à cette heure. C'est à féliciter parce que on sait que tout peut rassembler les jeunes, sauf ce genre d'événement. Donc, je suis très contente de vous voir réunis ce soir. Je vous souhaite
la bienvenue au NMP. Sachez que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites déjà partie de la famille du NMP. Donc, soyez la bienvenue. Donc, mesdames et messieurs, ce document qu'on va vous présenter n'est pas un exercice académique comme les autres. Il est le fruit d'un travail de conviction mené par 3 femmes que nous sommes, que vous voyez. Madame Ejengele Charlotte, ici à ma droite, et Madame Cassie Yvonne à mon extrême droite, et moi-même, Mademoiselle Banda Machiplowe Makida. 3 femmes qui ont choisi de regarder en face les 8 dernières années de la vie nationale, sans complaisance. Pour ceux qui... Sans complaisance. Oui, sans complaisance. Il y a les policiers là-bas. Pour ceux qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont voulu et veulent encore faire trébucher le Cameroun. Nous le disons sans détour, la période de 2018 à 2026 est celle d'un pays qui a tenu debout alors que tout était mis en œuvre, ici et ailleurs, pour le faire chuter. Élections contestées à peine proclamées, tentative de déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur, pandémie mondiale, choc inflationniste importé par une guerre qui n'était pas la nôtre, groupes armés instrumentalisés aux 2 extrémités du territoire. Le Cameroun a payé cher chaque année de cette décennie. Et pourtant, le Cameroun est toujours là, debout, uni et souverain. C'est cela que ce rapport veut faire ressentir autant que comprendre. Conformément au plan de travail du Congrès qui est passé, la phase 1 de ce Congrès, l'atelier 5 que nous sommes a disséqué cette période à travers 5 plans: politique, économique, diplomatique, socio-culturel et sécuritaire. Mais nous refusons d'en faire un simple catalogue neutre de date. Chaque fait rapporté ici porte un jugement, une lecture, une colère parfois, une fierté, toujours celle de voir un peuple refuser de se plier. Ce document doit se lire, doit s'entendre comme une main tendue à tout Camerounais. L'étudiant, la ménagère, le sauveteur, le cadre, le sans-emploi, l'illettré, pour qu'il retrouve dans ces pages non pas un cours d'histoire distant, mais le récit de ce qu'il a lui-même vécu, subi et parfois combattu sans le nommer. Une précision avant d'aller plus loin. Ce rapport combine les analyses et les convictions portées par les intervenantes de l'atelier et des données factuelles vérifiées, résultats électoraux officiels, chiffres macroéconomiques, chronologiques et des institutions, pour que la démonstration soit imparable et non simplement affirmée. Le syllabus du Congrès le dit avec force, l'atelier thématique n'est ni un cours magistral, ni une publication scientifique. C'est un lieu où l'on arrache le Camerounais à l'indifférence, à la résignation, à ce sentiment d'impuissance qui fait dire à trop de citoyens « ça ne se joue pas à mon niveau ». Nous refusons cette résignation. Ce rapport est écrit contre elle. Trop de Camerounais vivent leur pays comme un poids qu'ils traînent, plutôt que comme un atout qu'ils doivent bâtir. Notre rôle en tant que médiatrice entre le Cameroun et les participants que vous êtes de cet atelier n'est pas de délivrer un savoir froid, c'est de provoquer en vous un basculement, passer de la résignation à l'initiative, du grief à l'action.
Être Camerounais ne se résume pas à y être né, à y payer ses impôts, à y avoir un village ou une ethnie. C'est un choix conscient de relations intimes avec son pays, y compris surtout dans ces moments les plus rudes et difficiles. Le plan politique, le plan économique, le plan diplomatique, le plan socio-culturel et le plan sécuritaire ne sont pas 5 tiroirs indépendants. Ils s'engrènent. Lire ces 5 plans séparément, c'est ne rien comprendre. Les lire ensemble, c'est voir la cohérence d'une agression multiforme et la cohérence tout aussi grande de la résistance camerounaise qui lui a été opposée. Comprendre le Cameroun contemporain suppose de savoir citer les 8 dernières années de 2018 à 2026 dans la trajectoire longue du pays depuis 1960. C'est tout l'enjeu de la thématique générale de ce 3e congrès panafricaniste phase 2. 2 points, révisitation de la vie nationale camerounaise de 1960 à 2026. L'atelier 5 a reçu la charge de traiter la séquence la plus récente et à bien des égards la plus déterminante pour l'avenir immédiat du pays. Celle qui va de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 à la présidentielle du 12 octobre 2025 et ses suites. Pour rendre donc intelligible cette densité d'événements, l'atelier 5 a choisi de suivre scrupuleusement l'architecture du plan de travail retenu par les organisateurs du congrès. 5 plans d'analyse, chacun subdivisé en 2 séquences, 2018-2020, marquées par la sortie de la crise électorale et le choc de la COVID-2019, puis 2020-2026, marquée par la consolidation institutionnelle, la relance économique et l'affirmation diplomatique du pays. Le présent document restitue donc, plan par plan, les faits majeurs identifiés par les intervenantes de l'atelier 5. Je laisse maintenant la parole à mes collègues pour les développer. Merci beaucoup. Bonsoir, chers congressistes. C'est tellement difficile de prendre la parole après des intervenants comme M. Jonathan et les autres. Mais on est déjà né. On va se débrouiller. Je vais commencer avec le plan politique et surtout la présidentielle de 2018. Il n'est pas question ici de revenir sur les circonstances et la manière dont s'est déroulée cette élection, étant donné qu'elles sont évidentes pour tout un chacun. Il est question ici de ressortir les leçons politiques majeures tirées de cette élection pour mieux transformer notre nation. Peu avant l'élection de 2018, on a vu émerger une communication fondée sur l'opposition communautaire, la stigmatisation des groupes ethniques et le ressentiment identitaire. Le tribalisme est devenu un instrument de repositionnement politique ou une stratégie de réhabilitation d'image. Le Cameroun doit nécessairement combattre le poison tribal lorsqu'il devient politiquement sensible. L'origine ethnique ne doit pas nous déterminer. C'est le Cameroun qui nous détermine. La fabrication des ennemis ethniques et le silence gouvernemental qui s'aperçoit souvent comme une complicité politique face à ces dérives. Le Cameroun protège et doit protéger ses citoyens sans distinction. Aucune communauté ne doit être attaquée pour des raisons identitaires. Quelqu'un avait parlé du concours Boulou. Et qu'aucune démonstration d'autorité n'intervienne immédiatement.
L'histoire nous montre que les fractures identitaires ne deviennent jamais soudainement incontrôlables. Elles progressent successivement par tolérance. Dans un contexte marqué par la persistance des crises dans le Nozo, à l'extrême nord, et aussi par la fragilité des équilibres interrégionaux, le Cameroun ne peut pas se permettre une nouvelle déstabilisation issue d'ambitions individuelles, comme la banalisation des discours de haine, les violences locales, l'installation de la peur et surtout l'absence de fermeté. Lors d'une conférence de presse, celui qui avait lancé le programme de résistance nationale, le RODOP, a dit ceci, je cite, « J'ai été deuxième avec 14% à l'élection présidentielle de 2018. C'est un exploit pour un parti politique qui se présente la première fois à l'élection. » Autrement dit, il n'a pas gagné en 2018. Au contraire, il a réalisé un exploit en ayant obtenu 14%. Mais c'est scandaleux. Quand on sait le nombre de personnes qui ont sacrifié leur vie pour le suivre dans sa lutte contre le RODOP, de centaines de personnes croupissent encore à ce jour en prison pour avoir répondu à son appel à se lever pour défendre sa victoire. Donc, cette élection nous a permis de voir comment on peut instrumentaliser une communauté pour saboter et créer le chaos dans un pays. Comment on peut mobiliser une communauté pour mener une guerre d'information pour salir l'image du pays. Nous savons tous que l'instrumentalisation transforme une communauté entière en un levier de pression politique. L'objectif est de créer le chaos, un climat de défiance généralisé pour ensuite prendre le pouvoir. Et ceux même qui le font n'ont aucun projet pour le Cameroun. Ils veulent simplement le conquérir. Et pour cela, ils sont prêts à le déstabiliser. Ils sont prêts à le diviser. Leur lutte n'est pas pour la justice, mais c'est pour le pouvoir. Mais on oublie une chose. Un conflit ouvert entre communautés, c'est jouer avec du feu. Et le feu, quand il est attisé, il ne choisit pas ses victimes. La réciprocité est une loi universelle. Ce que vous refusez aux autres, les autres vous le refuseront. La réciprocité, c'est la justice. Et elle finit toujours par triompher. Le Cameroun a besoin des patriotes. Le Cameroun a besoin des bâtisseurs et non des semeurs de troubles. Je ne peux pas finir cette séquence de l'élection de 2018 sans parler de l'apport du néo-panafricanisme. Le néo-panafricanisme, dans son ascension, se présentait déjà comme l'antithèse structurelle du néocolonialisme au Cameroun et comme force politique qui conjugue à la fois alternance et alternative. Dans un contexte électoral où la tentative de déstabilisation du pays est orchestrée par l'Occident, la France en particulier, pour imposer un changement de régime dans le but d'empêcher l'expiration automatique des accords coloniaux secrets prévus en fin 2019, cette dynamique a replongé le pays dans l'actualisation des grandes questions et dans ses défis historiques. C'est dans ce contexte politique que le Cameroun et le panafricanisme affrontent cette élection. C'est le lieu de rappeler l'acte fondateur des panafricanistes, dont le rôle a précisément consisté à démasquer les artisans de ce néocolonialisme rampant avant que ne s'ouvre dans la foulée de cette élection le chapitre du grand dialogue national. Depuis 2016, les régions dites anglophones sont traversées par une crise sociopolitique qui a provoqué des destructions d'infrastructures, des violences et des déplacements des populations. Cette crise est sans doute le défi le plus complexe pour le Cameroun. Pourquoi?
parce que le pays n'est pas tombé dans le piège de la réponse totale, souhaitée par certains commanditaires extérieurs. La réponse totale aurait provoqué un massacre civil, entraînant une intervention de l'ONU et une soudanisation du Cameroun. En 2019, Et c'était le projet. un grand dialogue national s'est tenu pour trouver des pistes de résolution. L'un des résultats a été l'octroi du statut spécial pour renforcer le développement régional et un projet de reconstruction nommé Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nozo, dans le but de neutraliser les terroristes financés par des groupes d'influence logés aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. En Norvège, etc. Reconstruire les localités sinistrées et permettre un retour paisible à la vie dans ces régions. Le sous-secrétaire, suivez mon regard, le sous-secrétaire américain en charge des affaires africaines, Tibor Nagy, s'exprimant sur cette question de reconstruction devant le Congrès américain, a dit ceci, je cite, « Le gouvernement camerounais parle d'un plan de reconstruction, mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité de le mettre en œuvre. Et puis, le gouvernement camerounais semble oublier que le désir numéro 1 des populations de cette zone, c'est d'avoir leur mot à dire dans la gestion de leurs propres affaires. » Nous voyons par là que la paix dans le Nozo n'arrange pas les affaires de Washington dans le golfe du Guinée. Cette crise est plutôt un moyen de pression permanente sur Yaoundé pour leurs négociations, ou même un prétexte pour une intervention militaire. Ils ont tout intérêt en faveur d'une crise permanente parce que leurs intérêts économiques, géostratégiques et même géopolitiques sont très importants. Leur désir est de créer un nouveau foyer de tension au cœur du golfe du Guinée, comme c'est le cas au Maghreb, au Moyen-Orient et même en Amérique latine. Mais qu'est-ce que cette crise signifie pour nous qui sommes là aujourd'hui? Et quelle est la leçon que nous devons tirer de tout cela? La crise anglophone nous a conduits dans une nouvelle ère politique. Une ère qui dépendra des attitudes de tout un chacun et de la prise de conscience de tous les Camerounais. Nos frères anglophones nous parlent d'un héritage britannique et qu'ils sont anglophones avant d'être des Camerounais. Mais ils oublient une chose. On n'administre pas ce qui n'existe pas. Parce qu'avant l'administration franco-britannique, le Cameroun était déjà une entité. Et en plus, quel héritage? La Grande-Bretagne n'a presque rien laissé comme héritage, si ce n'est son autonomie gouvernementale, le self-government. Sinon, les routes, les hôpitaux, les plantations sont des œuvres laissées par les Allemands pendant le protectorat en 1984. Donc, nous voyons que ceux qui veulent diviser ce pays luttent pour leur intérêt égoïste et non pour l'intérêt du Cameroun. Et nous savons aussi que l'Occident collectif veut recoloniser l'Afrique en général et le Cameroun en particulier pour faire le poids face à l'Asie. Et pour cela, ils ont besoin des régions riches du continent. Voilà pourquoi, après avoir identifié toutes ces régions riches, ils ont créé à l'ONU le droit des minorités. Alors, quoi de plus normal pour eux que de réactiver le dossier anglophone pour s'accaparer des richesses de ces régions et du golfe de Guinée? Cette crise nous montre que nous sommes étrangers à notre pays et qu'il y a un divorce radical entre le pays et nous. Pourquoi? Un spéculateur reste en Californie. Si ce n'était la grâce de Dieu, ce pays serait à feu et à sang. Une petite entreprise comme Kilimanjaro, parce qu'il veut l'exploration et l'exploitation pétrolière et minière, a failli mettre ce pays à feu et à sang.
Un Camerounais, c'est lui qui connaît l'histoire de son pays et qui l'assume. Francophone, anglophone, ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun nous appelle. L'heure est venue pour nous d'être des Camerounais. Mais posons-nous la question pourquoi le Cameroun a connu toute forme de colonialisme sans être une colonie. De la SDN à l'ONU, le Cameroun est spécial, unique et attractif. C'est le chat de Dieu, d'où sa vocation universelle. Je vais continuer avec le double scrutin de 2020 et l'accélération du processus de la décentralisation. L'accélération du processus de la décentralisation a été au cœur du double scrutin de 2020. Elle a franchi néanmoins ces dernières années des étapes importantes qui transfèrent désormais aux collectivités territoriales un rôle stratégique et incontournable dans le développement national. Avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, les collectivités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs de développement économique, social et infrastructurel. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique où les collectivités deviendront progressivement des espaces privilégiés de création de richesses, d'amélioration et de promotion du développement local durable. L'un des principaux leviers de réussite de cette décentralisation est la gouvernance budgétaire locale. Aucune collectivité ne peut réaliser de grands projets avec un mauvais budget. Et à l'inverse, un budget bien voté, bien préparé, bien exécuté et bien contrôlé constitue souvent le point de départ d'une gouvernance locale performante. Mais il est impossible de concevoir un budget sans une bonne compréhension des concepts économiques et du fonctionnement de la monnaie. La maîtrise de l'économie et des mécanismes monétaires est indispensable pour établir un budget de manière efficace et réaliser une décentralisation de manière effective. Mais il n'y a vraiment pas une décentralisation sans une libération économique et politique du pays. Joseph Poinmu, dans son livre Monnaie, servitude et liberté, n'avait pas tort de dire ceci, je cite, « Si on admet que le pouvoir économique confère le pouvoir politique, alors on doit admettre que le pouvoir monétaire confère le pouvoir politique. En outre, on ne décentralise pas l'esclavage ou l'ignorance. L'histoire politique et administrative du Cameroun a connu des expériences variées dans la gestion des affaires de l'État, oscillant entre un système centralisé et un système décentralisé. Un développement durable ne peut être réalisé et atteint dans le cadre d'un système décentralisé, accordant de réelles compétences aux collectivités territoriales locales et transformant l'administration d'une structure verticale fortement centralisée en une organisation horizontale plus proche des citoyens et davantage capable de répondre à leurs besoins. La décentralisation ne consiste pas seulement en une répartition administrative du pouvoir, elle représente une véritable philosophie de gouvernance fondée sur le rapprochement des services publics des citoyens, le renforcement des capacités décisionnelles des institutions locales, l'accélération du processus administratif et l'élaboration de projets de développement. À l'inverse, une centralisation excessive entraîne souvent une lenteur dans la prise de décision, une concentration des dossiers dans la capitale, un affaiblissement des initiatives locales, ainsi qu'une méconnaissance des spécificités et des besoins de chaque région. Dans cette perspective, le renforcement du rôle des collectivités pourrait générer d'importants bénéfices sur le plan social, culturel, sportif et économique, en leur permettant de planifier et de mettre en œuvre des projets répondant aux priorités de leurs habitants. Toutefois, la réalité actuelle des CTD relève l'absence d'une volonté
politique de la part du gouvernement central à développer la vraie décentralisation. Le gouvernement en place a hérité du formalisme de son ancien tuteur. Il canalise l'évolution du pays dans une perspective d'ordre vertical et non horizontal. Nous le savons tous, en 1945, le système gouvernemental et administratif était la centralisation et l'autocratie. Tout partait et tout aboutissait au ministère des colonies. Donc, nous savons tous qu'on ne décentralise pas dans une néocolonie parce que la décentralisation suppose un niveau de connaissance et de conscience. La première décentralisation est de comprendre que chacun est responsable du Cameroun. Le NMP, depuis plus de 10 ans, mène ce noble combat et c'est l'une des raisons de sa participation à ce scrutin de 2020. Expliquer aux Camerounais le vrai processus pour arriver à la vraie décentralisation. Expliquer à la base que la décentralisation commence par la famille. Nous avons expliqué durant ce scrutin que nous devons nous battre à la base contre un système néocolonial et non contre un régime. Que nous devons nous battre pour notre véritable indépendance afin d'avoir la main mise sur nos propres ressources. Tel était le projet de la mairie du XXIe siècle. La décentralisation à la base, pour la base et avec la base. Nous allons continuer en 2020 avec l'essor du mouvement franquiste. La montée en puissance des réseaux militants pour la succession du président Paul Biya par son fils aîné Franck Biya le présente comme le profil idéal pour moderniser le pays et préserver les acquis. Mais on ne peut pas prétendre préserver les acquis dont on ignore. La politique est une vocation noble qui vise le bien commun, la justice et l'intérêt général. C'est le contraire des affaires où la rentabilité financière et la concurrence priment. L'action politique exige intégrité et dévouement total pour préserver la cohésion sociale. Franck Biya a longtemps été concentré sur les affaires. La politique n'est pas les affaires. C'est un sacerdoce. Le Cameroun n'est pas une entreprise commerciale. Okay. On parle de réseau militant pour Franck Biya. Que faisaient et où étaient ces réseaux militants de Franck Biya lorsque les véritables leaders luttaient pour la rupture totale avec le système néocolonial? Où était caché ce réseau lorsqu'on s'engageait activement pour lutter contre le franc CFA, pour lutter contre la fin des accords coloniaux, pour lutter contre la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays? Où était-il? Le Cameroun, pour reprendre les mots du président Bandakani, ne saurait fonctionner comme une dynastie et aucun endocolon ne prendra le pouvoir au Cameroun. Nous nous opposons fermement à une dévolution dynastique du pouvoir au Cameroun. Franck Biya ne doit même pas oser prétendre à la succession du Biya, a dit le président Bandakani. Donc, le Cameroun n'est pas une monarchie et une transmission de pouvoir de Biya à son fils est inacceptable. Le contexte de succession doit être celui d'une alternance politique rompant totalement avec le système actuel. Si on veut se rappeler des propos de Georges Baolan, si ces propos, comme l'a dit le président Biya, l'enfermant la succession dans une logique de filiation est inacceptable, alors il faut questionner avec la même rigueur la dynamique construite autour de Franck Biya. La fin des grands équilibres. L'axe nord-sud, nord-ouest et l'anglophonie désignent l'équilibre géopolitique, historique et des alliances régionales qui structurent le pouvoir au Cameroun. Il s'appuie sur le Grand Nord, fief historique du premier président Amadou Ahidjo,
le sud, région du président actuel, et l'ouest, pôle démographique et économique majeur. Cet équilibre dictait la répartition des postes institutionnels de premier plan. Le Grand Nord, bastion historique du pouvoir pendant plus de 20 ans, bien que le pouvoir soit passé au sud en 82, le Grand Nord demeure un réservoir électoral crucial pour le pouvoir en place et conserve des postes stratégiques majeurs au sein de l'appareil d'État. Le Sud détient la présidence depuis plus de 40 ans. Sa stratégie politique s'appuie sur un pacte d'alliance tacite entre les élites du Sud et celles du Nord pour stabiliser la gouvernance. L'Ouest, cependant, n'a jamais occupé la magistrature suprême, ce qui nourrit des frustrations relatives à l'alternance politique. Mais la victoire du président Paul Biya à l'élection de 2025 a brisé le pacte qui unissait autrefois le Grand Nord du Sud, mettant fin aux grands équilibres régionaux. L'élection de 2025 a illustré une composition politique majeure. Pour la première fois, le président Paul Biya a été proclamé vainqueur sans bénéficier du soutien massif traditionnel du Grand Nord, fissurant ainsi leur parti. Sa réélection a rompu le mythe selon lequel le Sud ne peut pas triompher sans le Grand Nord. En se passant de ce soutien traditionnel, le scrutin de 2025 marque une rupture historique dans les équilibres électoraux du pays et met fin aux résidus du haïdjoïsme. Okay. Wow. L'anglophonie participe d'un deal historique hérité depuis les indépendances, un deal entre Churchill et De Gaulle. Le Cameroun a officiellement quitté l'État fédéral pour devenir un État unitaire le 20 mai 1972 à la suite de l'adoption d'une nouvelle constitution approuvée par voie référendaire. Ce processus historique a profondément modifié l'organisation politique et administrative du pays, conférant aux personnalités dites anglophones l'Assemblée nationale. Il a évolué avec l'État unitaire, attribuant jusqu'à nos jours la primature à un anglophone. L'élection de 2025, organisée le 12 octobre 2025, elle s'est soldée par la réélection du président Paul Biya avec 53,66%. Elle s'est déroulée dans un climat tendu et elle nous a davantage montré que l'opposition néocoloniale n'est pas capable de diriger ce pays. L'opposition peine à proposer une véritable rupture systémique, se concentrant plutôt sur le départ d'une personne, Biya Mosgo, tout en intégrant parfois en son sein d'anciens membres du gouvernement. Bon diable. Sur l'échiquier politique, l'incapacité de l'opposition à s'unir et à présenter une alternative cohérente est fréquemment attribuée à cette division interne et à l'émergence des candidatures multiples, ce qui profite souvent au pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle le NMP et son président ont déclaré lors de cette élection que le président Paul Biya était son propre opposant, qu'il était face à lui-même. Le président Bandakani déclare, je cite, que les opposants camerounais en soient arrivés à plébisciter Bello Bouba ou Issa Chiruma est l'indicateur le plus pertinent de la misère et de l'impasse dans laquelle se trouve une certaine opposition. Le recours à des personnalités issues de l'appareil gouvernemental comme candidat consensuel trahit un manque de renouveau, rendant la lutte moins idéologique que personnelle. Arrivé deuxième avec 33,19% de suffrage et fort d'un large score de la diaspora, l'ancien ministre Chiruma a rejeté les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Il a dénoncé une mascarade électorale, affirmant avoir remporté le scrutin. Il est où depuis? Mais comment peut-on dire qu'il n'y a pas eu d'élection et en même temps s'auto-proclamer vainqueur d'une élection qui n'aurait pas lieu? Normaliser le discours de confrontation comme outil de légitimation politique concourt à une érosion républicaine. Nul n'a le droit
à part la Cour constitutionnelle, de se proclamer vainqueur d'une élection présidentielle. Comment peut-on prétendre lutter pour la libération du Cameroun et de son avenir et se coucher devant la France qui pille depuis des décennies le Cameroun? Tous ces opposants-là, ce sont des agents de l'étranger, des porteurs de changement, entre guillemets, qui dorment dans des ambassades étrangères. L'élection de 2025 nous a permis, une fois de plus, de démasquer les ennemis du Cameroun et les pseudo-panafricanistes. Ce pseudo-panafricanisme qui a quitté le terrain du combat d'idées nobles pour le terrain de Bayam Salam. Le panafricanisme est devenu une marchandise au plus offrant. La vraie lutte pour le changement n'a pas besoin de violence. Car, comme le disait Oumniobé, la violence est inférieure à la volonté d'un peuple qui lutte pour sa liberté. Nous sommes ici aujourd'hui pour changer le Cameroun, non pas par la violence, mais par la puissance de la parole. Le patriotisme, la probité morale et l'honnêteté politique sont des garanties suprêmes de la victoire de ceux qui luttent pour la juste cause. Et nous luttons pour la juste cause. C'est dans ce sens que nous, au NMP, nous ne réduisons pas le Cameroun et son horizon à une élection. Nous sommes sur le front panafricaniste. Nous avons dépassé cet agenda concentré sur les élections parce que nous connaissons déjà les perspectives et les failles. Notre lutte consiste à rompre avec le néocolonialisme et le renouvellement de nos relations avec l'Occident. Et cette perspective va au-delà d'une élection présidentielle. Ce travail nous permet désormais de jouer sur le terrain géospirituel. Et c'est dans cette logique que nous avons demandé l'action exceptionnelle du vrai Dieu et qui continue aujourd'hui dans sa deuxième phase. La récente réforme constitutionnelle, on va finir par là, créant le poste de vice-président au Cameroun, suscite de vives convoitises. Cette course au pouvoir a récemment conduit à la tentative de manipulation de l'opinion publique impliquant la circulation de faux décrets présidentiels. La perspective de cette nomination cristallise les tensions au sein du pouvoir et suscite une intense lutte d'influence entre différents clans du sérail pour le contrôle de ce poste stratégique. La lutte d'influence au pouvoir a cessé d'être extra-systémique, c'est-à-dire l'opposition contre le pouvoir, pour devenir intrasystémique, c'est-à-dire le système contre lui-même. La confrontation se joue désormais à l'intérieur même du système, entre ces différentes fractions pour le contrôle de la transition. Nous voyons les guerres internes avec les faux décrets, nous voyons le blocage des projets structurants et des accusations croisées sur les détournements des ressources naturelles telles que le pétrole et l'or. Les endocolons acteurs du système se mangent déjà entre eux. Le Cameroun se trouve aujourd'hui à un tournant crucial de son histoire politique. La succession du président Biya est aujourd'hui une réalité incontournable. C'est fort et il est désormais vital de réussir ce passage de témoin pour garantir la stabilité et la continuité du pays. C'est fort donc de ce constat que nous demandons l'action exceptionnelle du vrai Dieu pour la réussite de cette transition. La transition se fera avec Dieu et rien n'empêchera cela. Au total, la séquence politique 2018 jusqu'à 2026 dessine la trajectoire d'un pays qui a dû, en l'espace de moins d'une décennie,
affronter simultanément une crise identitaire majeure, une réforme institutionnelle de grande ampleur et l'ouverture d'une succession présidentielle inédite. C'est dans la manière dont ces trois défis seront tenus ensemble, plutôt que traités isolément, que se jouera la stabilité politique au Cameroun pour les prochaines années. Je vais poursuivre avec le plan économique parce qu'on a 5 plans. Et je vais commencer avec le raffermissement de la croissance. De 2018 à 2020, la situation économique du Cameroun connaît une période de stabilité malgré la conjoncture régionale marquée par les chocs endogènes dans les régions du Nozo et à l'extrême nord, un contexte exogène marqué par les crises mondiales et une pression inflationniste liée au coût des matières premières. Dans cette séquence, le Cameroun a payé dans sa chair économique les conséquences d'une crise qu'il n'a pas choisie. La pandémie Covid-19 a montré sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement médical et industriel. L'opération spéciale en Ukraine a montré sa dépendance aux céréales et aux engrais. La guerre en Iran nous a montré davantage que toutes ces vulnérabilités pouvaient être activées simultanément par des décisions prises loin là-bas qui ne nous concernent pas, mais que nous ressentons les conséquences. Le choc Covid-19 a mis à nu l'extraversion politique du Cameroun en révélant la vulnérabilité de son modèle économique caractérisé par sa dépendance au marché extérieur. Ce que les perturbations ou les blocages des chaînes d'approvisionnement mondiaux Europe-Chine ont mis en évidence en paralysant l'économie locale, provoquant une pénurie d'intrants essentiels. La faiblesse du tissu productif interne, traduite par l'incapacité à transformer localement les matières premières, a accentué la variation brutale et imprévue du volume des biens et des services que le pays exportait, provoquant la déflation. Cette crise nous a davantage prouvé que l'intégration sous-développée du Cameroun au marché mondial fragilise la résilience nationale face aux chocs exogènes, dont il est impératif pour l'État de renforcer davantage sa capacité à anticiper sur les crises, de stimuler une croissance durable et de créer davantage d'opportunités pour ces populations. Le raffermissement économique actuel repose sur le dynamisme du secteur hors pétrole comme l'agriculture, l'agro-industriel, les BTP et les services, et la mise en service d'infrastructures énergétiques majeures comme le barrage de Natigal avec plus de 420 MW, bien que la croissance globale reste modérée. De 2018 à 2020, après une croissance de 4% en 2018, l'économie a ralenti à 3,5% en 2019 avant de subir un quasi-arrêt avec une croissance de seulement 0,3% en 2020 en raison de la pandémie. De 2021 à 2024, le pays a rebondi avec une croissance de 3,3% en 2021. En 2023, la période a été marquée par les pics inflationnistes allant jusqu'à 7,4%, poussant le gouvernement à mettre en place une politique d'import-substitution. De 2025 à 2026, la croissance s'est établie à 3,1% et est attendue à 3,3% en 2026. Ces variations remarquables croisent tout de même des défis et vulnérabilités persistantes de l'économie camerounaise, tels que l'endettement public qui a franchi les caps de 15 416 milliards et la dépendance aux importations qui expose le pays aux variations des coûts mondiaux, une fragilité qui met en évidence un manque d'ingéniosité
du gouvernement. La croissance et le financement public. L'économie camerounaise maintient une croissance modérée estimée à 3,3% en 2026, soutenue par le secteur non pétrolier. L'inflation poursuit sa baisse pour converger vers la norme sous-régionale, environ 3,4%. Cette accalmie s'explique par une détente sur les coûts des denrées alimentaires et du transport, même si l'inflation reste légèrement supérieure au seuil communautaire de la CEMAC qui est fixé à 3%. Tandis que le déficit budgétaire se creuse sous la pression du poids de la dette. Nous l'avons dit, l'encours global de la dette publique se situe à 15 416 milliards, soit environ 44,3% du PIB. Le service de la dette absorbe une part très importante des recettes budgétaires, limitant les marges de manœuvre du pays. Les bailleurs de fonds imposent des réformes qui réduisent les dépenses publiques utiles pour le pays. Une dépendance accrue aux emprunts contractés en grande partie pour rembourser les dettes anciennes au détriment de véritables investissements dans le pays. Donc, William Ruto, je vais le citer, disait déjà, le financement public au Cameroun repose sur le budget de l'État évalué à... Non, je vais citer William Ruto avant de revenir sur le financement. Il disait déjà, le système financier mondial est injuste envers l'Afrique. Il impose des règles que nous n'avons pas écrites. Pendant que d'autres empruntent à bas coût pour se développer, nos pays empruntent cher pour simplement survivre. Donc, et le financement public au Cameroun repose sur le budget de l'État, évalué à 8 816 milliards. Il est alimenté par les recettes fiscales, les dons et un recours massif à l'emprunt. Monsieur Nguesson l'a dit tout à l'heure, l'aide, on conditionne toujours l'aide. Vous voulez l'aide, faites ceci, faites cela. Allez vers la démocratie et tout. Et nous voyons qu'on est toujours esclave de la personne qui donne. On dit souvent au quartier que le porteur est capricieux. Donc, il nous conditionne avec ses aides. Les dons et les emprunts, pour nous, sont de nouvelles politiques au service de la recolonisation. De Gaulle le disait déjà, je cite, « Cet argent que nous donnons pour l'aide aux pays sous-développés n'est de l'argent perdu en aucun point de vue. Je considère même que c'est un très bon placement. » Nous pouvons comprendre davantage la directive des dons et des emprunts dont nous courons chaque jour. Les alternatives concrètes pour remodeler les bases et faire évoluer les paradigmes de l'économie camerounaise reposent sur la reconquête de la souveraineté nationale, le retour de l'État dans les secteurs stratégiques et une vision panafricaniste de l'économie. L'économie camerounaise ne peut véritablement prospérer qu'en s'affranchissant des anciennes structures néocolonialistes tout en protégeant et en valorisant ses richesses locales. Continuons avec l'adoption de la stratégie nationale de développement. Elle est adoptée en novembre 2020 par le gouvernement et est le nouveau cadre de référence pour le pays. Elle prend le relais du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, pour mener le pays vers l'émergence horizon 2035. La stratégie nationale de développement repose sur 4 axes fondamentaux. La transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la décentralisation et l'inclusion sociale. Cette stratégie a permis au Cameroun d'initier des programmes majeurs. Elle priorise la politique d'import-substitution pour réduire la dépendance commerciale extérieure. Parmi ces initiatives figure le programme PEAC, doté de 42,6 milliards pour soutenir l'industrialisation en améliorant les compétences des jeunes et l'entrepreneuriat. Cette stratégie d'import-substitution
qui est au cœur de la stratégie, vise la transformation structurelle de l'économie avec pour objectif de réduire le déficit commercial en remplaçant les produits importés qui pèsent pour plus de 1 200 milliards par une production locale de qualité. Elle promeut le label Made in Cameroun et stimule les champions nationaux dans les secteurs stratégiques comme l'agro-industrie. Des financements massifs sont alloués via le Minader et le Minepia pour doper les filières du maïs, du riz et du poisson. Des exonérations totales des droits de douane et taxes sont prévues pour les équipements agricoles et la transformation locale, ainsi que des encouragements à l'utilisation des farines locales comme la farine du manioc ou même du plantain pour pallier à l'importation du blé. Le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'amélioration des compétences en soutien à l'industrialisation est soutenu principalement par la Banque africaine de développement. Ce projet cible directement les jeunes et les femmes. Il finance des incubateurs, des start-up et la création de nouveaux centres de formation aux métiers de pointe. Dans ces deux initiatives travaillent en synergie. La politique d'import-substitution crée la demande des produits locaux et le projet PEAC forme les techniciens et entrepreneurs nécessaires pour répondre à cette demande industrielle. La politique de l'import-substitution, bien que priorisée pour réduire le déficit commercial, assurer la souveraineté économique, moderniser ses infrastructures et accroître son PIB non pétrolier, se heurte à un paradoxe structurel. En 2025, le déficit commercial s'est creusé pour atteindre les 2145 milliards. Cet alourdissement s'explique par le fait que la production locale peine encore à substituer aux importations et à créer des matières premières et à transformer les matières premières sur place. Malgré les efforts, le Cameroun continue de dépenser plus de 1 000 milliards par an pour les produits alimentaires de base. Mais c'est expliqué par plusieurs facteurs politiques. Il y a le coût élevé de la production, donc les produits locaux restent souvent plus élevés que les produits importés, pénalisant les consommateurs. Il y a la pression fiscale aussi qui fragilise les jeunes entreprises avant même leur phase de croissance. Il y a la dépendance technologique marquée par l'importation des machines et des produits, ce qui annule les gains en devises, et la fraude des réseaux illicites qui aggrave la balance commerciale. Je vais finir ce plan économique avec la nationalisation des secteurs clés. Le Cameroun a accéléré la nationalisation de ces secteurs clés pour renforcer sa souveraineté économique, particulièrement dans l'énergie et les infrastructures portuaires. En mai dernier, l'État a transformé l'opérateur historique Eneo en une société à capital public Socadel et s'est engagé dans le rachat des principales centrales à gaz du pays. Cette dynamique fait suite à la reprise en régie des terminaux au port autonome de Douala. Cette politique s'articule autour de deux piliers. Nous avons pris juste deux piliers, le secteur de l'électricité et l'infrastructure portuaire. Par décret présidentiel du 4 mai dernier, la société Eneo, précédemment contrôlée par le fonds britannique Actis, est devenue la société camerounaise de l'électricité, Socadel, détenue à 95% par l'État. Le gouvernement envisage aussi reprendre le contrôle de la centrale à gaz de Kribi afin de juguler la crise de l'énergie. Le port autonome de Douala a repris en gestion directe de nombreuses activités précédemment contrôlées par des opérateurs étrangers, tels que le dragage, le remorquage, le pesage et la régie du terminal à conteneurs. L'objectif est d'accroître les recettes et de maîtriser l'exploitation de cette plateforme néphralgique. Cette nationalisation se heurte par ailleurs à des défis structurels majeurs. Il y a le poids sur les finances publiques. Les opérations de rachat pèsent lourdement sur les finances publiques.
le pays prévoit d'emprunter 1 000 milliards pour la seule année 2027. La Caisse autonome d'amortissement pilote une enveloppe d'endettement global de 7 689 milliards sur la période 2026-2028. Ces nouveaux prêts ne servent même plus à construire les infrastructures génératrices de richesse, mais plutôt à rembourser le capital et les intérêts des anciennes dettes. C'est une vraie cavalerie financière. Près de 32% de nos besoins annuels sont gérés par des créanciers extérieurs. Par ailleurs aussi, on ne peut pas dissocier la nationalisation du nationalisme et du patriotisme. En effet, si ceux qui sont censés œuvrer au développement de ces secteurs ne sont pas guidés par ces principes, cette mesure symbolique restera sans effet sur les besoins fondamentaux des citoyens. Les secteurs nationalisés ne peuvent pas constituer un moteur de développement s'ils sont gangrénés par la lourdeur bureaucratique et la corruption. Ces éléments sont des freins majeurs à l'émergence. Nous ne pouvons pas tolérer que nos secteurs clés, censés être les leviers de notre souveraineté économique, deviennent des gouffres financiers étouffant toute perspective de développement. L'État doit instaurer des institutions solides et un cadre juridique strict, capable d'obliger tous les acteurs nationaux et même internationaux à respecter l'intérêt général. Cette trajectoire de nationalisation encore récente ne pourra produire tous ses effets qu'à moyen terme. Elle constitue néanmoins un changement de paradigme assumé, celui d'une économie qui entend reprendre la maîtrise de ses leviers stratégiques sans pour autant se couper des partenariats internationaux dont le pays continue d'avoir besoin pour financer son développement. Je vais laisser la charge à Mme Edjengeler pour poursuivre les autres plans. Merci. Merci à Mme Kassi de m'avoir laissé la charge. Comme tu as dit tout à l'heure, on est déjà nés. Donc, on ne peut plus faire demi-tour, on ne peut qu'avancer. Et surtout qu'on a le soutien d'un homme qui n'avait rien au départ, mais qui a commencé. Pourquoi nous, qui l'avons, on va se plaindre, alors que lui n'avait personne quand il commençait? Avant de pouvoir vous amener sur le plan diplomatique de ce que ces 8 années ont représenté pour le Cameroun, le président a posé une question tout à l'heure. Il demandait à savoir où est passé celui qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle de 2025 avec environ 33% de voix. Il a bien entendu. Récemment, je me souviens, j'ai vu une vidéo dans laquelle il était en train de dire à la population de sortir et de demander son retour. Donc, lui, il est parti, mais il faut maintenant que c'est la population qui demande son retour. C'est un peu ce que je voulais dire au président, que votre ami, votre très cher compatriote camerounais, qui a lui-même décidé de s'exiler sans aucune pression camerounaise, a encore demandé à la population camerounaise de demander son retour. Donc, que Paul Biya s'asseoir et écrire, ou alors faire un décret, laisser rentrer Issa Touroum au pays. Vraiment, c'est le bon diable. C'est pitoyable. Vraiment, il mérite son titre. C'est le bon diable. Donc, on va faire un tour sur le plan diplomatique de ce qu'a été ces 8 années pour le Cameroun. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le Cameroun s'est imposé comme un pilier diplomatique incontournable en Afrique centrale, grâce à sa position de pont géographique, linguistique et culturelle. Je pense que sa position de leader n'est pas discutable. Et je pense que M. Jules Bouamousso a parlé de ça, ça ne date pas de maintenant. Donc, les avancées ne font que consolider cette position déjà acquise. Et elle est acquise sur la base de quoi? De son influence qui repose sur son rôle de médiateur dans les crises régionales, son multilatéralisme affirmé,
et son poids au sein des institutions sous-régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEEAC. En adoptant une politique de non-ingérence et de non-alignement, je pense, c'est M. Charlie Kene qui en a parlé tout à l'heure, depuis toujours, le pays est perçu comme un havre de stabilité dans une sous-région en proie au conflit. Le Cameroun joue un rôle moteur dans la rationalisation des communautés économiques régionales, CEMAC, afin de stimuler le commerce et l'intégration des peuples. Le Cameroun est incontestablement la locomotive économique de la CEMAC, représentant en lui seul plus de 44% du PIB de la sous-région. Il bénéficie d'une économie diversifiée, agriculture, industrie manufacturière, services, BTP comme Mme Kassi le mentionnait tout à l'heure, et constitue le poumon commercial vital pour l'approvisionnement des zones enclavées du Tchad et de la Centrafrique. Ses atouts stratégiques principaux sont sa diversité et solidité économique. Parce que dans la sous-région Afrique centrale, le Cameroun est le pays qui dépend le moins de ses recettes pétrolières. Elle ne représente, d'après nos recherches, qu'environ 21% de ses recettes. Et le Cameroun a été le pays qui a souvent aidé les pays de la sous-région à amortir le choc pétrolier qui affectait leur économie. Il se distingue également comme un pôle agricole majeur, en 604e au rang mondial des exportateurs de cacao. Le deuxième atout stratégique du Cameroun, c'est le point central de connexion qu'il est et ses corridors d'échange à travers le port autonome de Douala, qui est le principal débouché maritime pour l'Interland. Environ 80% des échanges commerciaux de la RCA et du Tchad dépendent directement des corridors Douala-Bangui et Douala-Djamena. Le Cameroun est limitrophe de tous les autres pays membres de la CEMAC, ce qui facilite son hégémonie dans les échanges transfrontaliers. Si tu es au centre de tous tes voisins, c'est logique que tu as plus d'avantages que... L'autre point qui a favorisé le Cameroun comme pilier diplomatique de la sous-région, c'est son engagement à sécuriser et à stabiliser la sous-région, notamment pour le cas de la RCA, qui est en proie aux guerres civiles constamment. Le Cameroun s'est manifesté récemment encore, lorsque la guerre civile a déclenché en Centrafrique, je pense, entre 2012 et 2013. Le Cameroun a été ce pays qui a accordé une aide militaire et a permis de recevoir dans son territoire des centaines de milliers de réfugiés qui ont trouvé un abri avant même une aide internationale, évitant une crise humanitaire qui aurait pu servir de prétexte à des ingérences étrangères plus agressives. Le Cameroun a apporté son soutien pour l'arrivée de Wagner, qui a participé à stabiliser la RCA et qui s'est plus tard déporté par la suite dans les pays de l'AES pour rejoindre ceux qui ont parlé tout à l'heure, que si aujourd'hui on a célébré le triomphe des pays de l'AES, le Cameroun a participé, même si c'est de manière indirecte, le Cameroun y a participé. Et on reconnaît souvent au Cameroun le fait de ne pas servir de base arrière pour déstabiliser les pays de la sous-région et d'autres pays de l'Afrique. L'autre point qui nous a permis de faire une analyse et de voir en quoi est-ce que ces 8 années, diplomatiquement parlant, ont propulsé le Cameroun, c'est le fait que le Cameroun s'est positionné comme un promoteur du néo-panafricanisme. Le Cameroun, sous la présidence du président Paul Biya, incarne une résistance, autant pour moi feutrée, mais tenace, contre le néocolonialisme occidental. Durant la période de 2018 à 2026, marquée par les tensions sécuritaires, crise dans le Nozo, lutte contre Boko Haram, et des tensions et des pressions internationales, le Cameroun
subissait des tensions, des tentatives de déstabilisation extérieure en raison de son refus d'alignement systématique sur les puissances occidentales. Le Cameroun fait figure d'exception en Afrique par sa tolérance administrative manifeste vis-à-vis de la dynamique néo-panafricaniste en cours dans le pays. Le fait de laisser prospérer cette dynamique au Cameroun relève d'une stratégie de souveraineté face aux intérêts néocoloniaux, martelant une dynamique positive d'accompagnement révolutionnaire qui s'oppose à la restauration coloniale. Pour dire quoi? Le Cameroun, s'il laisse... on a chaque fois entendu le président célébrer le fait que le président camerounais est un panafricaniste. Et il a souvent expliqué par le fait de laisser émerger sur son sol une dynamique qui, visiblement, est contre le système auquel il appartient, entre guillemets. Donc, on peut bien regarder, on peut bien voir quand on regarde que si cette dynamique est en train de progresser, en même temps, c'est un avantage pour le président Paul Biya, qui sait que c'est une arme entre ses mains. Il connaît dans quel système il est, il connaît comment le système se comporte, comment le système s'y prend. En laissant prospérer cette dynamique-là, c'est pour lui une façon, une stratégie de souveraineté face aux intérêts néocoloniaux et néocoloniaux qui se manifestent dans le pays. Le Cameroun est le foyer à partir duquel le renouveau panafricaniste accomplit l'œuvre majeure de conscientisation qui impacte chaque pays de la sous-région, en particulier le Tchad. On a vu le panafricanisme se monter au créneau et même dans son essence, quand la France voulait, dans sa politique de recolonisation du continent, utiliser Success Masra au Tchad comme une base arrière pour créer une révolution de couleur. Le panafricanisme est monté au créneau et cette dynamique a pu être stoppée. Et en Centrafrique, autant pour moi, et même dans toute l'Afrique en général, la reprise de souveraineté nationale, pour reprendre les mots du président Bandakani, parlant du retour de l'État dans les secteurs stratégiques comme l'eau et l'énergie, après les échecs des privatisations structurelles imposées par les institutions de prédaction financière internationale dans les décennies précédentes, marque une volonté pour l'État de marteler sa souveraineté sur tous les plans. Le Cameroun, de 2018 à 2026, ne fait pas de bruit idéologique, mais agit comme un laboratoire du néo-panafricanisme silencieux. Je sais que c'est une nouvelle notion que nous avons pensée, nous qui avons rédigé ces travaux. Et qu'est-ce qu'on met dans le néo-panafricanisme silencieux qu'incarne le gouvernement camerounais et la personne du président? Ce modèle repose principalement sur la primauté de la souveraineté étatique, le nationalisme économique et la préservation de la stabilité politique interne, des atouts majeurs importants pour des décennies qui viendront hériter de cet État qui est en train de laisser ses résidus. On trouvera une base importante sur laquelle se projeter. Et les attentes seront supérieures à ce qu'on a vu jusqu'ici. Sur le plan socio-culturel, l'histoire du Cameroun démontre que la conscience collective et le dessein commun transcendent les clivages ethniques. Cela s'est vu, je pense que ceux qui nous ont précédés ont parlé de ça en parlant du nationalisme camerounais, de l'UPC. Tous ceux qui ont adhéré à ce mouvement à l'époque ne regardaient pas l'appartenance ethnique de l'un ou de l'autre. Ils regardaient ce dessein commun qu'ils défendaient, ces problèmes communs qu'ils défendaient et cet idéal de la camerounité qu'ils voulaient atteindre. Et elle s'est manifestée récemment dans ces dernières années pour le Cameroun par la réappropriation de la mémoire historique pour renforcer le vivre ensemble. Cela se fait et s'est fait comment? Par la vulgarisation des écoles bilingues, pas des écoles de section anglophone ou des écoles de section francophone. Récemment, on a vu que l'État du Cameroun essayait de créer des écoles bilingues pour que, comme la crise anglophone l'a montré,
le problème ne soit plus un problème de « je suis anglophone, je suis francophone ». Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de ça. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça parce que s'il y a 10 familles francophones de base, 8 ont tous leurs enfants dans une section anglophone. Donc, une guerre de langue ne sera plus possible au Cameroun parce que tu vas te retrouver en train de tuer tes propres enfants, l'autre va se retrouver en train de tuer tes propres enfants sur la base d'une seule langue. Le Cameroun a bien, dans sa volonté de créer cette camerounité-là, cet esprit camerounais dans les âmes de tout un chacun, mis en place ce processus-là, de vulgariser les écoles bilingues, pas de diviser section anglophone, section francophone. Aujourd'hui, les enfants font des sections bilingues. Et l'autre chose, c'est la célébration de la fête nationale qui promeut davantage les langues culturelles et le multiculturalisme. Un autre fait majeur, c'est l'acte institutionnel majeur que cette période a marqué, qui était la création et la remise du rapport de la commission mixte d'historiens sur la période de 1845 à 1971. Je pense qu'on est tout au courant de ça. Le président a mis sur pied une commission qui avait pour mission de faire la lumière sur les zones d'ombre, les violences et les assassinats des figures nationaux durant la guerre d'indépendance. Et ce rapport a été restitué en janvier 2025. Toujours dans le plan socio-culturel, on va parler cette fois de la résilience de l'identité nationale. Et celle-ci s'est manifestée par une chose majeure. D'abord, on va prendre un extrait du discours du président quand il disait récemment, en novembre, « Ce pays est notre patrimoine commun, c'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. » Par là, on peut voir la volonté d'appeler les Camerounais à regarder le plus important de ce qui marque la période de leur génération. Ce qui marque leur génération, en fait. Parce que durant 2018 à 2025, les discours politiques et les discours politiciens ont concouru à toujours ramener le débat à la tribu. Comme si les nordistes ont eu leur temps de règne, les gens du sud-est ont eu leur temps de règne. Maintenant, il faut que telle autre partie ait leur temps de règne. Et c'est dans ce même sillage qu'on a vu l'individu que le président et les autres ont nommé tout à l'heure dire qu'au Cameroun, il est arrivé un temps où un président, il doit avoir un président anglophone. À l'heure actuelle, le Cameroun ne doit plus parler d'anglophonie, de francophonie, de telle ou de l'autre ère culturelle. On parle de la camerounité. Et c'est dans cette camerounité-là qu'on retrouve tous ces projets. On ne peut pas parler du manque d'eau et se dire encore que je suis tel ou je suis l'autre. Sinon, pourquoi tu te plains? Va boire l'eau dans ton marigot et ça sera facile pour tout le monde. L'autre chose qu'on a pu remarquer dans ces dernières années, c'est l'intégration des jeunes et des femmes dans la vie de la nation. On a vu le président Paul Biya faire un arrêt majeur sur cette catégorisation de personnes. D'abord les femmes. Pourquoi? Parce que dans les conditions de l'économie camerounaise actuelle, une économie qui n'est pas la nôtre, qui ne répond même pas à nos besoins, il a besoin de cette couche de personnes-là parce qu'elles représentent, elles sont les gardiens du ciment social. Dans quel sens? Elles assurent la cohésion familiale, la transmission des valeurs culturelles, la solidarité au sein des communautés. Elle est la première éducatrice, la femme. Sans elle, il ne peut pas avoir une société normale. Quand une femme est consciente de son rôle, quand elle est consciente des enjeux de son pays, du monde, son rôle est majeur. Et on a vu son rôle se manifester lors de la crise anglophone. La femme participe à apaiser dans les moments de conflit. Lorsque le conflit dans le nord est monté d'un cran et qu'on voyait les infanticides se multiplier, ce sont des femmes et des associations de femmes qui ont marché tout en noir en disant « laissez nos enfants,
laissez nos maris. Nous, on n'est plus d'accord avec vous. Et cet acte-là a permis de voir que ceux qui se laissaient séduire par le discours de « ils ont le droit de demander leur autonomie », de voir que même la population pour laquelle ils prétendaient parler n'était pas avec eux. Parce que ces femmes voyaient leurs enfants tomber, elles voyaient leurs maris tomber. Et cette opportunité, cette vision-là, le président a voulu la saisir en interpellant les femmes à beaucoup plus participer. Parce qu'elles sont les maîtresses même du secteur informel, au travers des cotisations et des ventes, l'économie informelle qu'elles manifestent et qui permet à l'économie nationale de résilier. La place des jeunes, dernièrement encore, on y insistait. C'est vrai qu'on ne va pas trop croire à ce discours parce qu'il devient redondant. Ce septennat, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes. Oui, mais nous, jeunes, on ne s'assera pas et attendre qu'on donne des postes. On va juste saisir la quintessence de ce que ça veut dire pour les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes? Les jeunes au Cameroun représentent, d'après nos recherches, plus de 63% de la population. Si tel est le cas, ça veut dire qu'aucun changement ne se fera sans nous. Ça veut dire que nous devons prendre la hauteur des enjeux nationaux et internationaux. Dans ce sens que la journée du 11 février est consacrée à la jeunesse au Cameroun. Ce n'est pas seulement pour la célébrer. C'est vrai que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et c'est dans ce sens que ce Parlement populaire panafricaniste en appelle aux jeunes et aux femmes. Parce que quand une jeunesse est consciente des enjeux, c'est un pays en développement. Quand les choses changent ou quand le sens de l'histoire change, les décisions et les solutions sont préparées. Et c'est dans ce sens qu'on a insisté sur la place des jeunes et des femmes dans ce congrès pendant de cette partie de l'histoire de notre pays. On va sortir de cette partie par le plan sécuritaire. La crise anglophone, initialement une revendication corporatiste portée par les avocats et les enseignants, a progressivement évolué en un conflit beaucoup plus complexe, jusqu'à muter en conflit armé vers fin 2017, début 2018. En réalité, et ça c'est un enseignement de notre président, il ne s'agissait aucunement d'une revendication corporatiste ou identitaire interne, mais plutôt d'une tentative de partition du Cameroun, orchestrée et soutenue en sous-main par des puissances occidentales pour fragiliser l'État camerounais. Ce que l'empressement de l'administration américaine a immédiatement mis en évidence. Il est aisé de constater la promptitude avec laquelle les États-Unis ont interpellé le gouvernement à respecter la volonté de cette partie à vouloir s'autonomiser. Alors qu'en réalité, c'était pas le... vouloir se séparer. Ce sont des séparatistes, sécessionnistes, terroristes. Après un moment, ils ont voulu brandir la volonté d'être eux, de pouvoir profiter dans leur zone, de leur sous-sol. Et ce discours-là, les États-Unis sont très vite sortis pour le mettre en évidence, pour crier aux violations des droits de l'homme, alors que ça n'en était pas. La cohérence dans leur projet est manifestée encore lorsque les États-Unis ont voulu inscrire cette crise dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2017, tout au début de la crise. Dans quel but? En 2018, le Congrès américain a organisé 2 auditions sur le Cameroun, où 27 sénateurs ont soutenu des positions hostiles envers l'État camerounais. Leur stratégie a pris une nouvelle direction en 2019 avec la venue, comme l'a mentionné Mme Kassi, du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagui, qui a voulu internationaliser la crise et tracer le chemin d'une intervention internationale à travers la communauté internationale. Et après, il s'est retrouvé au palais pour négocier les affaires de Jovic.
Il faut signaler ça. Pour préciser que c'est du moins ce qu'ils espéraient. Ils Oui, espéraient oui, internationaliser le conflit. Sans compter que c'est depuis les États-Unis que les responsables séparatistes coordonnaient et transmettaient les mots d'ordre qui étaient appliqués sur le terrain. Au cœur de cette tension, le Cameroun a démontré sa volonté de trouver les solutions par la concertation, en accordant aux régions du nord-ouest et du sud-ouest un statut spécial et en ajustant sa réponse à la crise par la mise sur pied du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants des régions anglophones, mais aussi de Boko Haram qui sévissait déjà dans le nord du pays. Parlant de l'extrême nord, parce que cette période de 2018 et jusqu'à 2026 a aussi été marquée par la montée en puissance de la menace dans le nord du pays. En 2018, les attaques de Boko Haram au Cameroun se sont intensifiées dans la région du nord et particulièrement dans les zones frontalières avec le Nigeria. Ce conflit, à l'origine d'une crise humanitaire majeure dans le pays, n'est pas une simple génération spontanée de djihadistes locaux. Ce n'était pas une question religieuse qui était cachée derrière, mais plutôt une instrumentalisation géopolitique téléguidée par les puissances occidentales, notamment la France et ses alliés, visant à déstabiliser l'État du Cameroun et le bassin du lac Tchad. L'objectif dissimulé derrière cette menace permanente est de fragiliser le pouvoir de Yaoundé pour imposer un changement de régime favorable aux intérêts extérieurs. La bauxite. Voilà. C'est toujours à côté, là où il y a les ressources, la bauxite, là, tout ça. En même temps, de justifier une présence ou une ingérence militaire internationale sous prétexte de lutte antiterroriste. On a vu ce que ça a coûté au pays de l'AES. Et freiner l'émergence économique et la diversification des partenariats stratégiques comme la Chine ou la Russie, choisis par le Cameroun, droit que lui donne la fin des accords secrets de coopération prévus en fin 2019. Donc, ils voyaient déjà la fin des accords, il fallait qu'ils anticipent sur le plan. Mais bon, ça n'a pas pu marcher. Le gouvernement camerounais a réagi en mettant en place une réponse militaire efficace, en intensifiant ses opérations à travers le bataillon d'intervention rapide, BIR, et la force multinationale mixte pour contrer ces menaces. Celle-ci a contribué à désarticuler les groupes terroristes et leurs alliés et à créer une émulation, c'est-à-dire un renforcement de la cohésion, partage de savoir-faire, de renseignement, des objectifs communs visant à garantir la sous-région au sein de la force multinationale mixte, constituée du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Bénin. Du Nigeria autant pour moi. Le Niger aussi en faisait partie et il s'est retiré en 2015. Bien que ces combats se déroulent dans des zones périphériques et éloignées des centres urbains, la guerre contre Boko Haram déclenchée par le Cameroun a renforcé la légitimité des forces de défense auprès d'une grande frange de la population. Cette guerre a permis aux populations de regarder en face la menace et de voir le niveau de déploiement des forces de sécurité à vouloir pacifier ces zones-là. Pour chuter, ces 5 années de gestion sécuritaire, ou plus, multiformes, entre la crise anglophone, le terrorisme à l'extrême nord et pression diplomatique extérieure, ont doté le Cameroun d'un savoir-faire réel en matière de neutralisation des tentatives de déstabilisation. Et aujourd'hui, je pense que tout à l'heure, quand le grand frère Charlie Kenny parlait des stratégies et tout, en parlant de son livre, il a mentionné quand même le savoir-faire camerounais qu'il y a en matière de sécurité, de renseignement, mais un savoir-faire qu'il fallait innover et adapter aux enjeux présents. Ce savoir-faire ne doit cependant pas devenir une fin en soi. Il doit s'accompagner d'une vision politique claire pour la période de transition qui s'ouvre, sous peine de voir la stabilité sécuritaire servir de rempart à un
servi de paravent autant pour moi à un statu quo qu'il nous appartient, nous jeunes, nous Camerounais, nous citoyens, de dépasser. Logique dans laquelle se trouve actuellement le NMP. Son horizon indépassable, comme le président l'a mentionné, je pense, quand on parlait avant l'élection de 2025, où on présentait la situation politique camerounaise comme indépassable. Après plus de 43 ans de règne, ça sera difficile, ça sera très compliqué. Il a dit quelque chose. Biya n'est pas l'horizon indépassable du Cameroun. Et oui, ce régime et tout ce qu'il a entraîné n'est pas l'horizon indépassable du Cameroun. Tout au contraire, le Cameroun doit dépasser cela en prenant en compte l'héritage des années précédentes. Parce que c'est le Cameroun qui a vécu cette expérience-là. Il y a quand même un savoir qui peut être acquis, et qui peut être utilisé pour les prochaines années de la vie de cette nation. Que quelqu'un dise à son frère, j'aime le Cameroun. Encore. Voilà. On va continuer et terminer le plan sécuritaire avec la criminalité transfrontalière et les sécurités qu'il y a eu aux frontières. La criminalité transfrontalière est une menace multiforme qui aggrave l'instabilité régionale, notamment dans le bassin du lac Tchad, le long de la frontière centrafricaine et vers le Nigeria. Les principales activités illicites incluent le trafic d'armes, le terrorisme, les prises d'otages, la contrebande de carburant et le commerce illégal de ressources naturelles. Les zones frontalières et les corridors du Cameroun sont particulièrement affectés par des réseaux criminels organisés. En proie aux incursions des groupes terroristes, l'extrême nord et le lac Tchad subissent le trafic d'armes légères, la contrebande de produits pétroliers et pharmaceutiques, ainsi que le vol de bétail. Les attaques de coupeurs de route y sont également fréquentes, perturbant gravement le pastoralisme. L'Est, frontalière de la République centrafricaine, cette zone est le théâtre d'incursion de groupes rebelles armés. Les enlèvements contre rançon, le braconnage et le trafic d'armes y sont monnaie courante, exacerbés par les crises politiques centrafricaines. Le Nozo, les conflits séparatistes ont favorisé l'essor d'une économie criminelle locale et transfrontalière caractérisée par des rackets, les enlèvements et la circulation illicite d'armes, dont les répercussions se font ressentir jusque dans la région de l'Ouest voisin. Pour faire face à ces menaces transnationales qui impactent lourdement la sécurité des populations locales et l'économie, le Cameroun participe activement à des stratégies sous-régionales de coopération policière et de consolidation de la paix, notamment via le comité des chefs de police de l'Afrique centrale. La gestion des réfugiés au Cameroun face à la criminalité transfrontalière s'articule autour d'une militarisation des zones frontalières et d'une aide humanitaire ciblée, bien que ces flux migratoires mixtes favorisent l'émergence d'économies souterraines. Le Cameroun arbitre environ 400 000 réfugiés, notamment centrafricains et nigériens, ceux qu'on aime souvent appeler les Babana. C'est dans ce sillage que s'est ouverte la 5e session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la RCA, dont l'objectif est de verrouiller la sécurité des personnes et des biens le long du corridor Douala-Bangui, poumon économique du Centrafrique et levier commercial majeur pour le Cameroun. Face à ces défis, une stratégie de cogestion offensive est nécessaire. La sécurité
de nos frontières communes n'est pas négociable. Elle constitue le socle indispensable sur lequel repose le développement de nos nations et le bien-être de nos concitoyens, avait dit Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. C'est un appel à mutualiser les renseignements, densifier les patrouilles conjointes et neutraliser durablement les poches d'insécurité. Ceci s'inscrit dans une solidarité constante et une volonté partagée de faire de la région un espace de paix et de prospérité durable. Nous allons terminer. 8 années, une élection contestée, une pandémie mondiale, une guerre étrangère répercutée sur nos factures, des groupes armés instrumentalisés à nos deux extrémités du territoire, une propagande internationale acharnée contre nos institutions. Nous pouvons le dire à l'issue de ce travail avec une certitude qui n'a rien d'un slogan: le Cameroun a tenu. Pas par chance, par choix, par dialogue interne, par souveraineté assumée, par un peuple qui, dans son immense majorité, n'a jamais été dupe de qui cherchait à le faire chuter. Sur le plan politique, cette période aura démontré qu'aucune tentative de déstabilisation, aussi bien orchestrée soit-elle, ne remplace la légitimité que confèrent les urnes et le dialogue national. Sur le plan économique, elle aura prouvé qu'un pays peut encaisser des chocs qu'il n'a pas choisis, c'est-à-dire pandémie, guerre étrangère, flambée des prix, sans jamais renoncer à son cap de souveraineté, comme en atteste la SND 30, les grands barrages et les nationalisations engagées dès 2025. Sur le plan diplomatique, elle aura vu le Cameroun refuser l'alignement automatique et accompagné sur son sol le renouveau panafricaniste jusqu'à sa victoire. Sur le plan socio-culturel, elle aura révélé une identité nationale qu'aucune tentative de fracturation n'est parvenue à briser. Sur le plan sécuritaire, enfin, elle aura montré un pays capable de nommer sans naïveté l'instrumentalisation extérieure de ses crises internes et de s'en défendre les armes à la main comme dans le dialogue. Nous ne prétendons pas que tout est résolu. Le désarmement doit s'achever. La dépendance économique doit encore reculer. La justice réparatrice doit passer des mots aux actes. Mais nous affirmons sans réserve que ce pays a les moyens de ses ambitions et que la génération à qui ce congrès s'adresse, les jeunes, les femmes, portent dès aujourd'hui la responsabilité de transformer cette résistance en émancipation pleine et entière. C'est le sens même de la parole en mouvement. Ne jamais se contenter de dire, toujours finir par faire. Réunis les 25 et 26 juillet 2026 à Douala, que chaque participant de ce congrès reparte avec une seule conviction: critiquer ce qui doit l'être, nommer ceux qui nous veulent du mal et proposer dans le même geste les solutions concrètes qui feront de ce pays demain ce qu'il aurait toujours dû être. Nous voulons que le lecteur referme ce document, fier et soulagé, fier de ce que ce pays a déjà surmonté, soulagé de savoir qu'il existe encore des voix dans ce pays qui refusent de se taire et qui, en critiquant sans détour, donnent aussi des solutions tangibles à ces problèmes les plus récents. Nous vous remercions.
Merci, le trio des dames. Nous vous disons merci d'avoir conclu ce grand tableau du Cameroun. Vous avez peint en 2 heures de temps les 66 ans du tableau Cameroun. Merci les dames, merci une fois de plus. Monsieur le Président, certainement, vous avez un mot à leur endroit. C'est l'entrée en scène d'une nouvelle génération qui, à la suite des autres, va prendre le relais et assurer la continuité ininterrompue de la tradition des luttes, pas seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique, mais pour l'espèce. Demain, on va parler un peu de ça, l'espèce. Tout ça, c'est lié. Une tradition. L'homme est le plus grand don que la terre ait pu avoir, mais il est aussi le plus fragile. Et il y a beaucoup de forces à l'heure actuelle dans le monde qui ont parié sur la destruction de l'espèce humaine. Il va falloir les affronter sérieusement. Pour ça, il faut de la consistance, il faut de la détermination. Et je pense qu'il y en a ici. Il y en a assez. Il y en a assez ici. Donc, je voudrais... Bon, pas les féliciter parce qu'elle n'a encore rien fait. Elle a dit bienvenue au club. Bienvenue au club. Et vous êtes l'honneur des femmes. Vous êtes l'honneur des femmes. Aucun combat ne peut aboutir sans les femmes. Aucun. On a tous été émerveillés de la densité du travail, le niveau de recherche, la capacité à synthétiser, à mettre en cohérence. C'est le bon chemin. On va continuer à suivre ça pour que vous soyez au niveau le plus élevé. Et qu'enfin, chaque fois qu'on va voir un homme sur le terrain, on verra une dame à côté, dans la lutte. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Il y a Jonathan. Oui, Charlie Kelly. Nous sommes arrivés à la fin. Hein? Je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit. C'est important. Il ne faut pas qu'on sorte avec... Parce que depuis le matin, lorsqu'on parle, par exemple, de la crise dans la région du Nord-Est et du Sud-Ouest, on parle de la crise anglophone. Or, il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici avec ce narratif, avec ce lexique dans la tête. C'est très important. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une crise comme plusieurs pays dans le monde en connaissent, parce que le Cameroun n'est plus une exception avec ce que nous vivons dans. Même la Russie, qui est une puissance, vit ce que nous vivons dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest. Et bien avant même le Cameroun, dans la région du Caucase. Or, la Russie a les moyens technologiques, les moyens financiers, les moyens militaires que le Cameroun n'a pas. Mais pourtant, depuis plus de 30 ans, elle vit ce genre de crise sur son sol. Ce que nous vivons là-bas, c'est une crise sécuritaire qui sévit dans des régions camerounaises d'expression anglophone. Parce qu'il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun. Il y a une crise sécuritaire qui sévit dans des régions camerounaises d'expression anglophone. C'est important de préciser cela. Parce que le discours qui participe de dire la crise anglophone, qui ne révèle pas de vous, parce que ça c'est le travail que nos médias classiques, la néocoloniaux, c'est eux qui ont amené ce discours dans le débat public en parlant de la crise anglophone. Et c'est fait exprès, ce n'est pas une erreur. Or, lorsqu'on regarde ce qui se passe, nous sommes en face d'une ingénierie sociopolitique qui participe de prendre les identités pour en faire des problèmes de confrontation. Et il y a 3 catégories de manière de le faire. C'est-à-dire qu'ils se basent sur 3 identités propres au niveau africain. Vous avez la langue. Au niveau du Cameroun, on va parler de francophone, anglophone. Vous avez la religion. Si vous allez en République centrafricaine, on va vous parler de Anti-Balaka contre les Séléka. Vous avez l'ethnie. Au niveau de l'ethnie, si vous allez dans le nord du Mali, on va vous dire qu'il y a une guerre qui oppose les Peuls avec les Dogons, ou encore les Peuls avec les Touaregs. Exactement. Donc, c'est cette ingénierie-là qui participe de diviser les peuples. Et lorsqu'on entre dans ce jeu-là, en parlant de la crise anglophone, on donne un caractère identitaire à un problème déjà de séparation, c'est-à-dire qui sévit ou qui entraîne 2 peuples frères exactement à se mettre en opposition. Donc il faut sortir de ce discours
en parlant plutôt de crise sécuritaire. Il n'y a pas une crise anglophone, c'est une crise sécuritaire, comme tous les pays au monde en connaissent, sauf qu'elle sévit dans des régions d'expression anglophone. Merci pour cette précision. Elle vaut la peine parce que lorsqu'on dessine l'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de les situer dans leur contexte et surtout de restituer les faits et la vérité. Merci, Monsieur le Président. Merci, les dames. Alors que nous arrivons à conclure dans cet événement, nous voulons vous demander d'acclamer déjà pour ceux qui ont tenu à rester jusqu'à la fin. Merci à chacun de vous. Nous vous invitons. Merci. Nous vous allons donc vous inviter à prendre également part à la deuxième journée demain avec la même énergie, le même tonus. Et demain, nous aurons également les ateliers majeurs, un atelier spécial animé par le professeur Onanguini et Dr Abomo. Nous aurons avant cela le discours du président, le discours de politique générale du président national du Nouveau Mouvement Populaire, ainsi qu'un